Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle revue sur un film japonais. Sorti en 1960 et réalisé par Kaneto Shindo, le film s'appelle l'Inu et a été tourné au Japon dans la préfecture d'Hiroshima. Kaneto Shindo est d'ailleurs originaire de cette ville, et certains de ses films sont en lien avec l'explosion atomique de 1945. Tout au long de sa vie, de 1946 à 2010, il a produit divers types de films. Des films sur des contes traditionnels comme Onibaba, des films documentaires ou encore des films à tendance pornographique. L'Inu est un film muet. À une époque où le cinéma parlant s'est imposé comme une obligation pour la réussite, Kaneto Shindo s'est exposé à un risque. Effectivement, les situations financières de son entreprise n'étaient pas glorieuses. Il était au bord de la faillite. Il pensait d'ailleurs que ce film serait son dernier. Le film a quand même été réalisé avec seulement 3 millions de yens, ça fait à peine 9 000 euros. Pour vous donner une idée, un film de Charlie Chaplin sorti à la même époque avait un budget de 3 millions d'euros. 9 000 euros, c'est à peine 3% du film de Chaplin. Du coup, tous les acteurs étaient des bénévoles locaux, à l'exception des parents, l'un joué par Taiji Tonoyama et l'autre par la femme du réalisateur. D'ailleurs, l'idée d'embaucher sa femme me rappelle quelqu'un. Quelle indignité. Ces derniers n'ont accepté d'être payés que si le film faisait un tabac. Et finalement, à sa grande surprise, le film connaît un succès mondial. Il est même récompensé lors du Festival international du film de Moscou. Mais bon, aujourd'hui si je vous dis l'Inu, vous voyez plutôt ça. Un film muet peut paraître compliqué à comprendre. Même les films de Charlie Chaplin, muets eux aussi, contenaient quand même des cartons-titres. Pourtant, l'Inu parvient très bien à se passer de texte. Premièrement, grâce à la façon dont les personnages sont filmés, mais aussi grâce à la simplicité du scénario. Effectivement, l'histoire de l'Inu raconte la vie d'une famille d'agriculteurs installés sur une île. Ils en sont les seuls habitants, et on comprend bien pourquoi. Leur île est stérile. Tout le film se résume donc au quotidien de cette famille. Les sentiments des personnages sont facilement perceptibles à travers les différentes scènes, grâce à la longueur de certains plans et leur répétition. Une des actions la plus répétée est l'acheminement de l'eau potable. Dès le début, le spectateur comprend que l'eau est une ressource primordiale pour la famille, pour arroser leur île stérile, pour le ménage et aussi pour la cuisine et l'hygiène. Ce sont des scènes très lentes qui illustrent la difficulté de leur mouvement durant cet acheminement. On filme leurs pieds qui doivent trouver un appui stable sur la pente escarpée, on montre leurs muscles tendus et un visage concentré à la tâche. Tous ces plans et la précision avec laquelle nous sont montrés les mouvements permettent aux spectateurs de comprendre véritablement le travail des agriculteurs. Et pour cause, le réalisateur a demandé aux acteurs d'apprendre les mouvements à la perfection, pour qu'ils soient le plus fidèles à la réalité. Et pour aller encore plus loin, les seaux étaient toujours remplis à ras-bord. C'est honteux. En plus des scènes de labeur, le film nous montre des instants familiaux. Ils ont 2 jeunes garçons, dont un va à l'école, et c'est la mère qui effectue les allers-retours pour conduire son fils. Les scènes où ils sont sur la godille sont donc nombreuses. La godille les rattache à la ville, non seulement pour aller chercher de l'eau potable, mais aussi pour avoir accès à l'éducation, faire des achats, des livraisons. Ces allers-retours ne sont pas du tout de tout repos. Dès le matin, c'est la course. Non mais regardez la vitesse avec laquelle ils mangent. Cette famille, vivant à l'écart de la ville, paraît spéciale, et pourtant il semblerait que le réalisateur ait voulu représenter une famille qui aurait pu être n'importe laquelle. L'importance du film est donc axée sur la contemplation et l'immersion du spectateur dans le Japon des années 50. Le choix de ce sujet et le côté documentaire fait penser au roman naturaliste du XIXe siècle. Rien à voir. En réalité, le naturalisme est un mouvement artistique qui cherche à représenter de manière assez fidèle le quotidien et le fonctionnement des différentes classes sociales, et en s'intéressant particulièrement aux classes défavorisées, comme les ouvriers, les paysans ou encore les prostituées. Maintenant, parlons musique, et pour être précis, je dirais même de la musique, parce qu'il n'y en a qu'une seule, celle-là. Et elle va être répétée à plusieurs moments au cours du film. Il y aura bien sûr quelques variations en fonction de la situation, un instrument ajouté, retiré, une voix. La musique est plutôt minimaliste et peut faire penser dans sa simplicité aux haïkus japonais. Au poil de la chenille, on devine que souffle la brise matinale. Par ailleurs, les instruments qui la composent semblent être des instruments traditionnels japonais, tels que le koto. Et pourtant, les instruments sont plutôt occidentaux, guitare, flûte et accordéon. D'autres instruments viendront s'ajouter, un violoncelle, un célesta et une harpe. Et globalement, la sonorité des instruments donne un effet traditionnel et dépouillé, à l'instar de la famille. L'idée de n'avoir qu'une seule musique permet d'illustrer d'autant plus la routine familiale et de se rapprocher de leur identité.
Le compositeur a choisi de mettre en avant un intervalle de sixte mineur, un intervalle très utilisé pour les musiques sentimentales et mélancoliques. Et en effet, on ressent mieux les émotions, le réalisateur n'ayant pas d'autres médias pour les exprimer. Le thème de ces récits est d'écrire à la fois la routine et les drames. Comme s'il y avait un lien entre les deux, on a vraiment l'impression que la vie est un tout indissociable. Et plus tard, la composition va servir certaines chansons, notamment une version avec des paroles françaises écrites par Eddy Marnay et en lien avec le film. Ces reprises du thème illustrent bien l'impact qu'a eu le film à sa sortie. Pour résumer un peu cette vidéo, L'Innus c'est un film que je vous recommande vivement. Il m'a permis de voir de manière assez réaliste les conditions de vie d'une époque et d'un pays que je ne connaissais pas bien. Mais c'est vrai que je ne sais pas exactement comment ça se passe au Japon, mais pour une famille pauvre, je sais pas si c'est normal de prendre le ferry pour aller manger au restaurant, ou même juste le fait que les enfants n'aident absolument pas pour l'agriculture. Il a de nombreuses qualités, mais il n'est pas non plus exempt de tout défaut. Il risque d'être long pour ceux qui ne sont pas habitués aux films contemplatifs, ou ceux qui aiment les grosses intrigues. Et voilà, c'est fini. Vous pouvez aller faire un tour sur la page Facebook du Capharnaüm Culture ou aller voir en description, on vous met plein d'infos utiles. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien!